bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle Comédie, l'émission consacrée, est-ce que l'émission ou le live, je ne sais pas, les deux sans doute, consacrée à l'actualité de la comédie française. Ce soir, mes camarades Andrea Villechange, à ma gauche, Zélie Dalmagne, à ma droite, et moi-même recevons Elissa Aloula, Séphora Pondy et Justine Henneman. Merci à toutes les trois de votre présence avec nous sur ce plateau. Vous êtes ici pour évoquer Les Culottés. On a l'affiche derrière vous, Justine, d'après Pénélope Bagieux, adaptation Rachel Arditi et Justine Henneman, mise en scène Justine Henneman, du 25 janvier dans 3 jours donc. Au 3 mars au Studio Théâtre, première ce jeudi. C'est déjà complet, mais ne vous inquiétez pas, comme toujours à la Comédie Française, voilà, si vous vous y prenez un peu à la dernière minute, eh bien il y restera des places. Je vous engage évidemment vivement à aller voir cette drôle de pièce. Justine, je vous présente en quelques mots, ça va être très rapide et tout à fait insatisfaisant, mais voilà, c'est l'exercice qui veut ça. Vous aviez reçu le prix de la SACD de la mise en scène en 2019, vous créez des spectacles interdisciplinaires, je crois que c'est le terme usité. Récemment, vous avez mis en scène un spectacle qui s'appelle Lénie, en hommage à Leonard Bernstein, au Théâtre du Rond-Point, avec l'Orchestre Symphonique Divertimento, la comédie musicale Songe à la douceur au Théâtre Paris-Villette. Vous arrivez à la Comédie Française avec cette première mise en scène, adaptée donc d'une BD de Pénélope Bagieux. Elissa Aloula, vous êtes pensionnaire de la troupe depuis 2019, bientôt dans Les Fourberies de Scapin que vous répétez. Oui. Voilà, donc double ration pour vous en ce moment. La salle Richelieu, tandis que vous allez jouer au studio, qu'il vous faudra donc courir. Voilà, l'exercice qui fascine toujours les gens qui ne sont pas à la Comédie Française, en se demandant mais comment font-ils pour courir d'un spectacle à l'autre et changer de tenue? On met des bonnes baskets. Voilà, toujours des bonnes baskets. Séphora, bonsoir. Pondy, vous êtes pensionnaire depuis 2021. On vous verra bientôt en avril sur la scène du Vieux Colombier pour une création 3 fois Ulysse de Claudine Galéa par Laetitia Guédon. Culotté, donc, de Pénélope Bagieux, un succès de librairie. Une œuvre en 2 tomes, je crois, traduite, traduite. 2 tomes, et je crois que c'est traduit en 19 langues. Voilà, traduit en 19 langues. Sous-titré Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Pénélope Bagieux s'est astreinte à trouver, à dénicher. Elle a été archéologue du féminisme, des femmes qui ont tracé leur propre voie. Certaines célèbres, la plupart pas célèbres. Il y a la femme à bain, voilà, chamane, travailleuse sociale, rappeuse afghane, journaliste d'investigation. Justine Henneman, pour cette première collaboration avec la Comédie Française, vous décidez d'adapter cette BD, qui est un format, qui est un format déjà atypique pour le théâtre. La BD a elle-même un format assez atypique pour la BD, puisque c'est une série de portraits, donc c'est tout à fait audacieux de votre part. Comment on fait ça? Comment techniquement, quand on est aussi auteur comme vous, on se saisit d'une BD avec des images, alors on va rien voir du tout, enfin voilà, j'ai regardé sur Google, et on en fait quelque chose pour le plateau et pour les actrices. Alors je crois que moi je trouve que dans la bande dessinée il y a déjà une théâtralité, puisque il y a quelque chose de très libre dans la narration. Comme le théâtre, il y a aussi quelque chose de très libre dans l'écriture. Enfin, je trouve que le théâtre, il n'obéit pas forcément à des règles d'écriture, c'est sans arrêt réinventé. On voit bien qu'entre, je sais pas, Pomera ou Noël Renaud, c'est des façons d'écrire qui sont complètement différentes, et pourtant ça fait théâtre. Ça fait théâtre, quoi, et peu d'années les séparent finalement. Donc je crois que c'est ça qui est fort, c'est que le théâtre, il y a vraiment une permissivité dans l'écriture qui est très forte, et que du coup et que la bande dessinée, elle a également cette forme de permissivité. Elle est très libre. Enfin, on peut décider qu'il y a beaucoup de narration, très peu juste de l'image. C'est un art qui est en perpétuelle réinvention. Donc c'est en ça que ça fait écho l'un et l'autre. Et je pense que certaines bandes dessinées sont très théâtrales déjà parce que il y a la force de l'ellipse, la force des dialogues, du point de vue et de l'image aussi. Donc, et je crois que dans l'œuvre de Pénélope Bagieux,
et dans Culotté plus particulièrement. Enfin, après, je trouve que toutes ces œuvres sont relativement théâtrales parce qu'elle écrit extrêmement bien. C'est très bien dialogué, c'est très acéré, il y a énormément de rythme, il y a un vrai sens du récit, de l'histoire, du point de vue. C'est toujours fait de manière très habile. C'est aussi presque un peu cinématographique aussi. Donc, mais dans Culotté, il y a quelque chose de très foisonnant et de très mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement pourquoi elle a décidé de mettre en premier la femme à barbe et quel est son fil conducteur. Elle commence toujours par la naissance, elle termine par la mort. Et on ne sait pas très bien quel est le fil qu'elle suit. Et ça parle au fil de sa propre émotion. Et elle s'attarde parfois sur une double page très visuelle. Et on ne sait pas pourquoi. C'est pas chacune à une double page. C'est de temps en temps, elle propose comme ça une sorte de clin d'œil complètement onirique. Donc il y a déjà dans la construction un mystère, on va dire, et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'émotion, de l'onirisme, qui fait théâtre. C'est la subjectivité de l'auteur, d'une certaine façon, ce que vous décrivez. Oui, elle choisit de donner plus de place à l'une, à l'autre. Mais sans le faire de façon didactique. Elle ne classe pas, en fait. C'est en ça que je trouve que c'est très théâtral. Parce que le théâtre, il a également une narration qui est parfois, le théâtre contemporain, mystérieuse, difficile à saisir. Et c'est ça qui fait qu'on est accroché aussi. C'est qu'on n'est pas dans quelque chose d'attendu, en fait. Donc c'est en ça que ça fait théâtre, et puis après c'est très rythmé, les dialogues sont très très drôles, donc il y a déjà beaucoup de matière finalement dans Culotté, quoi. Avant d'y revenir, je vous voyais opiner la tête du chef. C'est une auteure que vous connaissiez, que vous lisiez, ou que vous vous êtes mise à lire parce que vous faisiez partie de la distribution de Culotté. Moi je connaissais depuis longtemps, je suivais ses publications, j'ai tout de suite ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai découvert et vous voyez vous, en la lisant, vous voyez ça au théâtre. Vous l'imaginez en tant qu'actrice de théâtre, actrice je suis assez d'accord avec Justine, je l'avais jamais imaginé parce que je le lisais, je lisais ses œuvres comme pour ce qu'elles étaient, de la BD. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi de ce côté qui est hyper rythmé, hyper drôle et en même temps poignant. Enfin, c'est des émotions que je ressens aussi quand je lis des textes de théâtre. Mais j'avais pas fait forcément je m'étais pas imaginé un jour. Que ce serait de la matière pour vous, d'actrice. Ouais. Mais c'est très savoureux à lire et j'adore. Et toi, Sephora aussi, t'es une fan. Oh oui, moi je l'adore depuis un millénaire. Donc, j'ai commencé à la lire quand elle faisait un blog qui s'appelait Pénélope Joli Cœur. Donc j'étais au lycée. Pénélope comment ? Joli Cœur. Ah oui. Où elle faisait un peu des chroniques. Et puis après, elle a écrit des livres. Ma vie est tout à fait fascinante. Enfin bref, je la lis depuis très 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 longtemps. Et je pensais pas spécialement au théâtre, mais par contre, effectivement, elle a un sens des caractères. Elle a beaucoup d'humour, comme tu disais. Elle est hyper rythmée. Elle a vraiment le sens de la répartie. Et tout est elle a vraiment l'œil. Elle a vraiment un œil. Elle a vraiment un œil. Et en ça, on pourrait penser quelque chose de théâtral. Parce que quand on lit ses BD, elle sait exactement ce qui fait mouche. Elle a vraiment le sens de, je sais pas comment dire, de la punchline, on peut dire c'est comme ça. C'est je trouve aussi dans ses dessins, les postures que prennent ces personnages, c'est hyper vivant, je trouve, et donc assez théâtral, clownesque même. Je sais pas, bêtement, il y en a une qui a les cheveux décoiffés, enfin on voit, je sais pas, c'est... Vous avez, on va y venir, comment est-ce qu'on joue des personnages réels qui ont existé mais qui sont passés au filtre de la bande dessinée puis de l'écriture théâtrale. Vous avez regardé ces dessins-là pour jouer ce personnage chevelu, par exemple. C'est le vôtre, puisque j'ai eu la chance de voir le spectacle. Alors, je pense pas à celle-là. Ah, c'est pas celle-là, parce qu'elle a des cheveux aussi, celle-là. Oui, ouais. Elle en joue aussi. Ouais, mais je me suis replongée quand j'ai su que Justine m'a proposé et tout, je me suis replongée, j'ai la chance d'avoir l'intégrale depuis longtemps et du coup je me suis replongée pour m'inspirer des corps qu'elle a dessinés parce que je les trouve hyper poignants et qui font sens, quoi. Après j'ai pas essayé de copier non plus, mais c'est hyper inspirant pour et puis ça reste sa vision à elle qui est assez subjectif. Après quand on cherche sur Google et tout, c'est pas forcément ce qu'elle a décrit, mais quand même il y a cette fantaisie qui m'a inspirée parfois sur ça. Justine et Nemad, vous concrètement, vous gardez
le rythme proposé par Pénélope Bagieux, ou vous en faites tout autre chose? Parce que ce que vous décrivez, c'est aussi ça, un rythme très subjectif finalement, celui qu'elle a choisi de donner à cette série de portraits. Certains sont longs, d'autres sont esquissés. Comment est-ce que vous construisez avec votre camarade Rachel Arditi ce texte que les comédiennes du Français vont jouer ensuite? Alors, effectivement, nous, on a essayé de faire notre propre rythme à nous, enfin, notre propre pulsation avec Rachel, l'ordre qui nous touchait. Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'elle n'accorde pas forcément le même nombre de pages à toutes, et puis... mais c'est pas forcément l'importance, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas forcément parce que c'est des gens qui ont une vie plus ou moins importante, parce que c'est aussi ça, culotté, c'est des femmes qui font que ce qu'elles veulent, mais c'est dans l'intimité ou dans la vie publique ou de la vie privée, enfin on a vraiment toutes sortes de parcours. La gardienne de phare, elle restitue un phare qui est en train de se faire avaler par l'érosion. À Montauk, voilà, aux États-Unis. Mais donc c'est une victoire à une échelle qui est certainement peut-être pas la même victoire que celle de, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle n'a pas la même notoriété, on va dire, qu'une Joséphine Baker, mais en tout cas, elle a exactement la même nombre de pages en fait, dans le livre. Alors, en fait, donc on a essayé de retracer un rythme qui nous a semblé, enfin, un ordre qui nous a touchés. Et après, ce qui a été compliqué, c'est de faire le choix, parce qu'on ne peut pas traiter en 1h15 30 portraits de femmes, c'est impossible de la même manière. Donc on a décidé d'en traiter vraiment 15, et après de faire des clins d'œil à toutes, qu'elles soient toutes au moins citées dans le spectacle. Et dans celles qu'on a décidé de garder, on a essayé de ne pas faire de redites, c'est-à-dire de garder des femmes qui sont très différentes les unes des autres, que ce soit assez contrasté. Et dans les formes, on a essayé de varier beaucoup, qu'il y ait des chansons, qu'il y ait de la danse, qu'il y ait des monologues, des dialogues, enfin de faire des choses qui soient très variées pour retrouver par contre ce rythme, cette surprise perpétuelle qu'il y a dans la bande dessinée, d'essayer de la réinstaurer sur la scène. Et alors vous créez un lien qu'il n'y a pas vraiment dans la bande dessinée entre tous ces personnages qui se croisent, se rencontrent et même dialoguent. Ça a dû être plutôt amusant à faire, j'imagine, de décider de faire dialoguer une journaliste et, je sais plus, Eddie Lamar. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... pour arriver à ce que ce soit... c'est des choix, tout serait possible. C'est technique, mais c'est quand même, au final... pour arriver à faire... par exemple... En fait, on s'est posé des questions sur chaque petit bande dessinée qu'on avait gardé, petit personnage qu'on allait vraiment développer. Et par exemple, Eddie Lamar, la particularité, c'est que c'est très long. Son histoire, elle est hyper longue. Ça n'en finit plus, quoi. On se dit, mais ça s'est arrêté. Enfin, voilà. Et c'est un film, quoi. Donc c'est un film noir, pas noir, une espèce de comédie hollywoodienne presque. Donc avec des espèces d'événements complètement improbables. À la fin, elle invente le Wi-Fi. Enfin bon. Donc sa vie, elle est immense, elle est irracontable. Et en fait, c'est une star. Donc on s'est dit, finalement, quoi de mieux que de faire un interview, quoi. Et qu'elle soit interviewée par une journaliste qui, on s'est amusé à faire une journaliste un peu midinette, un peu fan comme ça, et en même temps finalement qui est très touchée aussi par cette histoire et qui au fur et à mesure de la pièce devient de plus en plus touchante et réelle, alors qu'au départ on a juste l'impression qu'elle représente les médias, notre salade un peu absurde, l'entertainment, l'entertainment, et puis finalement elle prend aussi acte de toute cette histoire et ça devient vraiment un personnage qui se pose. Mais Eddie Lamar, on s'est dit finalement c'est une star, donc on va faire un interview qui va et comme c'est très long, on va s'amuser à le mettre un petit peu partout l'essaimer dans tout le spectacle, comme une espèce de fil rouge. Ouais. Donc ça, par exemple, Sonita, comme c'est une rappeuse, on s'est dit, tiens, on va faire un slam. Enfin, on a essayé un peu de chercher des formes selon un peu les caractères des personnages. Alors, il y a une esthétique un peu... parfois un peu cirque de puce, un peu cabaret. Ouais. Et effectivement, il y a de la chanson, de la danse, vous enchaînez les personnages, et donc je ne peux pas tout dévoiler, mais donc les costumes, il y a quand même des trucs et astuces scénographiques qui sont
qui font partie du spectacle. Vous retrouvez à chanter et à danser, les unes et les autres, vous et vos camarades, donc Laïna Clavron, Françoise Gillard, et puis Coralie Zaonero, donc, et vous deux. Ça vous met à quel endroit, parce que vous êtes très près du public, on n'est pas salle Richelieu, le chant, voilà, la danse, tout ça dans une scénographie avec des tas de choses visiblement bricolées, que vous activez les unes et les autres, vous jouez avec le décor. Sephora. Je trouve ça très très ludique. Vous commencez, voilà, on va pas raconter le début, mais vous commencez fort. Vous trouvez ça ludique? Extrêmement ludique. Extrêmement. Puis j'aime beaucoup j'aime bien être propulsée dans un rythme qui est très très enlevé, où il y a où il fait un peu un petit marathon. J'aime beaucoup ce genre de choses. Et je trouve que à la fois il y a comme une dimension, vu qu'on fait des choses à vue et on manipule, un peu artisanale, et en même temps la scéno, la lumière habille tout ça de manière très élégante, très sophistiquée, et du coup la rencontre des deux me plaît vachement. Et puis chanter, danser, je trouve ça très très réjouissant. Après, pour le moment, je suis un peu, comment dire, j'essaie de canaliser mon énergie. En fait, c'est un peu toute la question pour moi de canaliser l'énergie. Mais je trouve ça hyper drôle, hyper séduisant comme proposition. Puis j'adore passer d'un personnage à l'autre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir une partition qui soit si musicale et si... C'est un exercice que vous retrouvez dans votre parcours? Parce que j'avais fait un spectacle avant d'entrer dans cette maison où il était quand même beaucoup question de ça, où je passais par plusieurs visages, et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Et ça, vous aimez bien convoquer ça chez vous? Ah oui, oui, complètement. C'est le jeu dans ce que ça a de plus... Enfantin. Ah vraiment, en tout cas moi je suis complètement branchée sur cette énergie-là, sur ce spectacle. Et vous? Ouais, moi pareil, c'est hyper jouissif de passer d'un personnage à l'autre, de faire de la musique. Après, chanter, je suis pas tout à fait à l'aise, mais ça, c'est des problèmes personnels. On en a tous. Voilà, mais je... Et vous y allez quand même. Prends du plaisir, voilà. Puis avec mes camarades, enfin, c'est quand même, comme tu dis, ludique, c'est vraiment le mot, quoi. Je me sens pas, voilà, non plus enfermée dans un... Puis avec Justine, on a pu... aussi, elle était vachement à l'écoute de ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimait moins faire, ce qui nous... Donc voilà, tout ce qu'on a créé ensemble, je l'assume et je suis à fond. Donc ouais, il y a ce côté-là ludique. Et je trouve par ailleurs, une autre dimension du spectacle pour moi, c'est que je trouve que l'émotion, parce qu'il y en a, elle se révèle à des endroits qui sont pas déclarés comme tels. Et ça, je trouve ça hyper joli, hyper beau, d'être dépassé, comme ça m'est arrivé récemment, par une émotion assez forte sur un endroit où je l'avais pas forcément convoqué comme tel. Alors, enfin, je trouve que il y a beaucoup d'émotions dans le spectacle, mais en fait, comme tout est très, je sais pas comment dire, très pétaradant d'une certaine façon, très joyeux, quand elle est là, c'est un vertige très particulier, puisque finalement, rien ne l'y amenait a priori. Enfin, rien ne nous amenait vers cette émotion-là de manière déclarée et genre, c'est maintenant. Et du coup, c'est hyper évanescent, hyper subtil. L'émotion, elle vient d'une forme, c'est pas un gros mot, mais de sororité qui éclate entre vous, les comédiennes sur scène, ces personnages que vous incarnez, voilà, une espèce de fil historique, ou alors c'est quelque chose de beaucoup moins intellectualisé finalement, et juste de l'ordre du théâtre, voilà, ça apparaît. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine? Moi, j'ai l'impression que c'est pas très intellectualisé. Je pense que c'est un peu... Enfin, moi, j'adore Almodovar, par exemple, et je trouve que dans Almodovar, c'est que l'émotion, elle est jamais là où on l'attend. C'est pas très très drôle, très éblouissant comme ça, puis d'un seul coup, je sais pas, ça nous saisit, on s'y attend pas. Enfin, mais de toute façon, l'émotion, c'est tellement beau. Enfin, quand on s'y attend pas, c'est... Enfin, je sais pas, par exemple, Jacques Villeray, enfin, je sais pas. Moi, Jacques Villeray, j'ai revu Dîner de con il y a 2 jours. Et en fait, je sais pas, je me rappelais plus vraiment, parce que c'est ma fille, elle a entendu parler du film, elle a envie de le voir, donc on l'a regardé. J'avais un peu oublié. Et j'avais oublié à quel point Jacques Villeray, il est incroyable. Et à quel point, enfin, à la fin, quand il fait son monologue où il dit « Je ne suis qu'une montagne de désespoir », enfin, je me suis dit à pleurer, quoi. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout.
j'avais oublié et je m'attendais absolument pas à ça. Et du coup, j'étais particulièrement émue. Et je pense à Villeray, mais parce que pour moi, c'était vraiment un acteur qui arrivait comme ça à faire naître des émotions mais tellement fortes à des endroits tellement inattendus. Et c'est là que l'émotion, c'est tellement agréable, parce que du coup, c'est presque agréable d'être ému. Donc, je sais pas, j'espère que dans Culotté, c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça, que c'est pas forcément intellectualisé. Moi, il y a des choses qui me touchent beaucoup, beaucoup dans le spectacle, mais je pense que ça dépend des gens. Il y a beaucoup d'humour, hein. L'humour, une espèce de levier à l'émotion. Ouais. C'est pour ça aussi peut-être qu'on est saisi à des moments où on s'y attend pas, parce qu'on pensait qu'on allait rire, hein, parce que le personnage est plutôt drôle, parce que vous utilisez beaucoup ce ressort-là. Ça rit beaucoup quand même. Enfin, moi, en tout cas, les gens avec qui j'étais riaient dans cette salle. Et puis, oui, effectivement, il y a des moments un peu pudiques quand même d'émotion, et vous passez à la pirouette d'après. Ça, c'est quand même un rythme. J'imagine que tout ça n'est pas complètement fortuit, comme on dit, et que c'est une chose sur laquelle vous avez travaillé. Oui, alors avec Rachel, on s'est dit ce qu'il faut, c'est travailler un peu sur cette alternance comme ça. Mais parce que dans Pénélope Bagieux, c'est comme ça aussi. C'est que la bande dessinée, elle est très 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 drôle, mais c'est très poignant aussi. Donc, et c'est ça qui est très fort. Et que ce serait juste drôle. La bande dessinée, ce serait 1000 fois moins fort. Enfin, cette espèce d'alternance qu'elle a fait, on en parlait l'autre jour, de parfois être extrêmement cruelle et parfois extrêmement drôle, extrêmement émouvant. Elle nous emmène un peu dans cet endroit-là, Pénélope Bagieux, et quand Foulane arrive, on s'y attend pas en fait. Qui est la jeune indienne qui a été mariée à 10 ans, violée je sais plus combien de fois, enfin voilà, qui devient ennemie publique. Violée, torturée. Enfin voilà, qui devient ennemie publique numéro 1. Assassinée à 38 ans. Voilà, on s'y attend pas. Franchement, quand on lit la bande dessinée, moi, je ne m'attendais pas du tout. Je tourne la page, la première image est extrêmement violente. Je fais et vraiment, c'est très violent. On s'y attend pas du tout. Et je crois que c'est comme ça dans la bande dessinée. Donc avec Rachel, on a essayé de tisser un parcours qui soit un peu similaire, mais pas le même, parce que c'est pas possible. Mais avec de jouer avec ces émotions-là, quoi, qu'on a ressenti nous en lisant le livre. La part musicale, elle vient apporter quoi, sinon le jeu et la joie et l'angoisse des comédiennes. Angoisse passagère. Hein, alors, parce que l'idée c'était quand même aussi de faire le passage à la scène aussi, comme il y a quelque chose de très festif dans l'œuvre de Pénélope, de très musical. Après, c'est quelqu'un qui adore la musique, Pénélope Bagieux, qui raconte beaucoup la musique à travers ses œuvres, qui est, je crois, mariée avec un musicien. Enfin voilà, donc c'est important pour elle. Donc ça se sent. C'est quelque chose qui traverse le livre. Vraiment. Elle parle beaucoup de chanteuses. Il y a beaucoup de chanteuses. Elle parle beaucoup de musique. Elle s'y connaît vraiment très bien en musique. Et puis il y a American Dreaming, California Dreaming, là, qui est un autre livre qui parle également de musique. Donc on sent que c'est quand même quelque chose qui est important pour elle. La place des femmes dans la musique, de l'image des femmes dans la musique, ça c'est quelque chose qui semble particulièrement important pour elle. Donc, du coup, forcément, ça donne envie d'en faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc vous travaillez avec un musicien qui vous accompagne, vous subit un peu quand même. Parfois vous lui prenez son instrument. Vous avez commencé les répétitions tout de suite en musique. Comment ça s'est venu s'intégrer comme ça, s'infiltrer dans le travail théâtral? Ces chansons, elles sont écrites pour la pièce, elles existent. Alors, certaines ne sont pas pour la pièce. Une chanson d'Anne Sylvestre, par exemple, une chanson de Clara Isé. La chanson de ce fameux groupe dont on peut parler quand même, parce que c'est des passages justement, je trouve extrêmement drôles et poignants. Les Shags, Les Shags. Ouais. Donc, je sais pas, vous voulez raconter, Elissa, parce que vous faites partie des Shags. Je fais partie des Shags, oui. Qui étaient-elles? Elles ont existé. Elles ont existé. Elles ont eu une vie pas facile. On a pris beaucoup de plaisir à les découvrir, à les incarner. Puis voilà, elles ont été quelque part, alors vous me dites si je me trompe et tout, mais obligées de faire de la musique par leur père qui avait eu une prédiction que ses filles seraient des rockstars. Donc il les a forcées à faire de la musique et elles ont fait de la musique. Elles ne savaient ni chanter ni jouer d'un instrument. Rien du tout.
Ce qu'on entend très vite. Oui. Parce qu'ils s'entend très rapidement. Ouais, elles étaient adolescentes. C'est ça. Ouais. Et puis, quand le père est mort et a arrêté ses harcèlements, elles ont tout quitté. Et des décennies plus tard, leur musique a été redécouverte et encensée par la scène rock alternative. Et donc, c'est fou cette trajectoire, quoi, par Nirvana, enfin par Kurt Cobain, voilà. Donc voilà, c'est présent sans l'être sur scène. Le grunge, enfin voilà, c'était en fait toute leur détresse quelque part qu'on sent, je trouve, dans leur musique, parce que du coup j'ai écouté enfin leur détresse, elles font ce qu'elles peuvent, quoi. Il y a une forme de grotesque que vous restituez de façon voilà, très ludique. Oui. Mais je pense que ça a dû être très très dur leur vie. Et donc dans cette musique-là, dans ce qu'elles ont produit, les rockers d'après ont sûrement dû sentir quelque chose de leur désespoir. Enfin, je sais pas de quoi, mais... Leur émotion. Ouais, sûrement. Qui transparaît pas forcément à prime abord, mais... Vous avez des personnages, j'imagine que vous avez joué à Laquelle tu préfères, non? Est-ce qu'on a joué à ça tout à l'heure, avec Andrea en tout cas. Donc, non, Andrea a dit laquelle serais-tu? Donc j'ai un peu réfléchi. Non, vous d'abord. Vous êtes mes invités. Imaginons que ce soit celle qu'on joue. Non, mais non, justement, en fait, est-ce qu'il y en a auxquelles vous avez pensé? Parce qu'en fait, elle ouvre une porte immense, Pénélope Bagieux, avec ses inconnus. Parce que, effectivement, l'exercice aurait été totalement différent s'il n'y avait eu que des Joséphine Baker. Oui, les Shags, ça, c'est quelque chose qui dit autant de Pénélope Bagieux, finalement, que l'histoire de ces 4 sœurs stars malgré elles. On a toute une culottée ou des culottés, je sais pas, en tête. Donc, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres? C'est vrai que cette indienne qui est assassinée à 38 ans après avoir traversé, enfin, c'est Jésus, c'est un chemin de croix. Oui, complètement. Voilà, mais elle a apporté quelque chose à la société, ne serait-ce que son histoire et son courage. Il y a les Mariposas, donc ça, je ne dis rien parce que c'est quand même une surprise. Il y a cette femme Asperger, je crois, qui parle aux vaches. Temple. Et qui a lutté pour le bien-être animal. Enfin, il y a des personnages qui sont extrêmement... Voilà, peut-être qui font écho plus chez l'une ou chez l'autre. Alors, moi j'aime beaucoup... Bon, je peux pas dire que Foulane Davy me fait écho. Alors, je l'espère pas. Ça, c'est une petite indienne qui est morte à 38 ans. En lisant, en tout cas, ça a été quand même des histoires qui m'a le plus glacé le sang. Mais en même temps, j'étais épatée. Je me suis dit, mais un héros, enfin vraiment, enfin une héroïne en l'occurrence, mais ça m'a retourné le cerveau. Mais là, c'est la résilience de cette femme qui est violée dès l'âge de 10 ans, torturée, et la force et qui décide de devenir un pirate. Ouais, vraiment, c'est. Je me dis, mais son corps a éprouvé tellement de choses, et de me dire qu'elle avait encore l'énergie. Enfin, je trouve ça fou, cette énergie. Je trouve ça délirant. Mais dans le spectacle, j'aime beaucoup Joséphine Baker, beaucoup. Thérèse Claire, elle me touche énormément. Alors, qui est-elle déjà? En fait, c'est une femme qui raconte un peu qu'elle venait d'un milieu catholique, assez rigide. Ah oui. Et qu'en fait, c'est un peu le récit de son émancipation. Et elle a créé une maison de retraite pour femmes. Je sais pas pourquoi cette histoire, je la trouve extrêmement touchante. Peut-être parce qu'elle est moins spectaculaire. Et elle est peut-être plus proche. Enfin, comment dire, cette femme finalement, elle est décédée il y a pas si longtemps. Donc il y a peut-être un truc de proximité géographique, je sais pas, mais il y a un truc qui m'a énormément touchée. Parce qu'elle revient de très loin et que c'est l'histoire qui semble la moins spectaculaire, la moins retentissante, mais qui a une émotion peut-être plus proche de moi. Peggy Guggenheim, j'aime beaucoup aussi, beaucoup. Et Foulane, ça m'a ouvert le ventre en deux. Pourquoi Peggy? Vous aimez Peggy? Parce que je m'en fais. Je trouve que c'est une de celles, alors c'est drôle parce que qui provoque le moins d'empathie parce qu'elle est très riche et qu'elle a des lunettes ridicules. Mais
Pourquoi Peggy ? Le style, j'ai l'impression qu'elle avait du style. Le panache. Ouais, c'est ça. Peut-être une insolence, un humour. Je sais, un côté un peu grandiloquent. Je sais pas, un truc. Une fan d'artiste, un truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc assez irrévérencieux, assez stylé, qui me plaît vachement. Elle est finalement moins intéressante d'un point de vue éthique. Je sais pas comment expliquer. Elle a pas parcouru quelque chose de. Elle est moins résiliente. Elle a pas un parcours qui force l'admiration par sa violence et son. Mais il y a une coquetterie là-dedans qui me séduit vachement. Elisa, vous avez une chouchoute ? Ma maman. Oh non. C'est votre culotté à vous, alors ? Non, mais franchement, je les aime toutes et. Ça fait un peu bateau comme réponse, mais je les trouve tellement différentes que j'ai du mal à les comparer à l'endroit de la préférence, quoi. Vraiment, toutes, elles me touchent, elles me fascinent, et je trouve qu'il y en a des milliards d'autres auxquelles on a pensé, même en répète et tout. Vous en avez parlé entre vous, vous êtes rappelé certaines culottées ? Oui. Comment vous avez travaillé ensemble, justement, la feuille de route quand vous êtes arrivés ? Comment vous avez présenté les choses en disant, alors on va chanter, on va danser, on va parler de cette fille qui s'est fait violer à 10 ans, mariée de force, Alors, déjà, quand on s'était rencontrés, on avait quand même pas mal parlé aussi de la bande dessinée, des attentes, enfin voilà, du genre de spectacle que je voulais faire. Vous avez donné des références ? Déjà de lire la bande dessinée, non mais bon, parce que je ne l'avais pas forcément toute lue de la même manière, quoi. Et après, moi j'ai fait l'adaptation, avec Manuel, on a commencé à se dire, on va chanter ça. Donc le musicien, qui met en... On va faire comme ça, on va faire comme ci, comme ça, Foulane, on va danser, donc on va prendre, enfin voilà, on a cherché j'avais des idées comme ça, et Manuel commence à préparer des choses. Et puis après, on s'est revu chacune, et donc là, j'avais un peu avancé dans ce que je voulais, donc je leur avais dit, ça, on va faire comme ci, comme ça, comme ça. Donc on avait déjà des pistes de travail, mais après, ça a énormément évolué pendant le travail. Parce que moi, j'adore travailler avec les actrices et en les laissant très libres et en puisant en elles plein de choses qui vont constituer l'esthétique presque du spectacle, quoi. Il y a énormément de scènes que je n'avais pas du tout pensé comme ça, qu'on a complètement retravaillé, repensé. Et puis d'autres plus proches de ce que j'avais au départ dans la tête, mais ça a énormément évolué en travaillant ensemble. Et la musique, on s'était fixé des choses avec Manuel qu'on a tenues, de certaines chansons, puis d'autres qui sont arrivées dans le travail. Par exemple, la chanson de la fin, c'est quelque chose qu'on a eu envie de faire assez tardivement dans le travail, et puis d'autres qu'on a enlevées parce que c'était pas bien, ou que le spectacle était trop long. Enfin voilà, donc non, j'avais déjà une idée un peu de ce que je voulais, mais après le travail a vraiment beaucoup nourri. Ça veut dire que vous avez proposé des choses, vous avez joué, proposant des choses au fur et à mesure. Pour les personnages, comme tu disais, on a fait déjà des rendez-vous chacune avec Justine pour voir tous nos parcours de chaque personnage, autant les culottés que les personnes autour des culottés, parce que on joue des culottés, mais parfois dans La Femme à barbe, je joue Robert. Et ça, c'était quand même des personnages réels et desquels on a parlé avec Justine, de ce qu'elle imaginait, ce que nous, voilà. Et donc il y avait ça en première étape, et après quand on s'est mise en salle de répète, c'est vrai qu'elle nous a laissé assez libres d'inventer entre nous avec elle. Ce qui nous a permis en plus, je trouve, d'avoir l'espace, la liberté d'apporter des touches un peu plus contemporaines. C'est-à-dire que, parce que par rapport à ta question tout à l'heure sur est-ce que vous avez regardé les images et tout ça, j'avoue que je l'ai pas fait parce que ça me plaisait plus de me dire je ne vais pas être Joséphine Baker a priori, mais ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur la trace qu'elle laisse sur moi, sur l'imagerie que je m'en fais, et comment est-ce que je peux m'en emparer avec ce que je suis, ce qui permet d'aller chercher des codes très différents. Par exemple, pour Las Mariposas, je joue un homme, et je sais que je pense telenovelas, par exemple. Je trouve que ça... Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc Las Mariposas, c'est les trois héroïnes dominicaines, c'est ça? Oui. Les sœurs rebelles. Pas telenovelas pour elles, pas pour les filles. Vous avez le méchant dans la telenovelas. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est... moi, ça me paraît plus drôle et plus intéressant de proposer quelque chose qui est assez proche de notre contemporain quand même. Pas juste une image glacée, figée de ce que serait par exemple La Femme à barbe, mais d'y apporter toujours
une vibe, un humour qui est celui de maintenant, quand même. Donc c'est là-dessus que vous avez travaillé et que vous êtes arrivé à ce résultat. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est ce qu'on appelle un filage. Donc le filage, c'est le moment avant la couturière. On a encore un filage demain, après c'est la couturière et après c'est la première. Et tout ça tient, donc toutes ces personnes et toutes ces émotions et tous ces rires tiennent dans 1h15 dans un format qui n'est pas celui de la salle Richelieu où vous répétez Scapin, qui n'est pas non plus celui du Vieux Colombier, c'est un format de petit théâtre avec une scène et ces impondérables et ce public qui est très très proche. Vous disiez tout à l'heure, il faut que je canalise. Comment on travaille cette énergie-là et qu'on arrive à la circonscrire tout en sur ce format-là avec cette ambition-là. Après. Ça, je sais pas. Je trouve qu'à partir du moment où on sait que c'est comme ça. Enfin, en fait, ce qui est génial ici, c'est que les actrices, elles connaissent tellement bien les plateaux qu'en fait, elles nous font ça. Enfin, je sais pas comment dire, ça se fait naturellement. Elles nous disent non, mais là au studio, ça tu peux pas le faire. Donc ça tu peux le faire. Ça. Donc en fait, ça se fait très naturellement. Et ça, c'est super. Elles ont une telle connaissance des plateaux qu'on gagne un temps énorme. C'est vrai qu'on répète. Enfin, c'est très speed. On a forcément beaucoup de temps, mais il y a une telle connaissance. Déjà qu'elles se connaissent très très bien entre elles, donc ça. Ça fait partie des arguments de la Comédie Française pour vous dire vous avez peu de temps, mais ça va aller très vite. Mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai. C'est difficile parce qu'on aimerait avoir plus de temps pour créer, mais de toute façon, on voudrait toujours avoir plus de temps. On a besoin d'une limite. C'est ce que vous êtes en train de. Ouais. Moi, je pourrais répéter un an en spectacle. Enfin, donc, voilà. Mais bon, à un moment. Non, mais ça. Et puis on le sait au départ. On nous dit pas, on nous apprend pas. Ah non, en fait, c'est des choses. Enfin, c'est extrêmement. On le sait, donc on ne va pas non plus après dire qu'on ne savait pas. Enfin, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, on nous dit non, mais il n'y a pas beaucoup de temps, mais les actrices, ça va très vite, tout ça. Et on se méfie un peu, on se dit ah bon, ok. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que les actrices, elles sont. C'est-à-dire comment elles se connaissent très très bien. Donc je trouve que déjà l'appréhension qu'on a quand on monte un spectacle, les gens se connaissent pas forcément, donc déjà il y a toute cette découverte les uns des autres, c'est le fait de se faire confiance, de savoir se parler, c'est extrêmement précieux. Et ça, je trouve que c'est fou. Enfin, dans cette équipe-là, en tout cas, je trouve ça génial parce qu'elles arrivent vraiment hyper bien à communiquer entre elles, à se parler, à se respecter énormément, en même temps elles se disent des choses. Et c'est vraiment très précieux. Et parfois dans une équipe, ça à construire aussi. Dans une équipe et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps et c'est très important que ce soit réussi parce que ça va faire la cohésion, mais ça va faire aussi la fluidité dans le travail. Ça va faire que tout ce qui est justement de l'ordre du rythme, ça se possède, je trouve, plus facilement avec des gens qu'on connaît, avec qui on a confiance, et qui on peut se permettre de dire là, si tu peux rentrer 2 secondes plus tard, moi ça m'arrange, et qui va pas péter un câble en disant attends, tu me parles pas comme ça. Et, non, mais parce qu'il y a des gens, ils se faites jamais ça, voilà. Jamais. Moi, j'ai hurlé, mais moi je l'ai pas vu. En tout cas, je trouve que ça c'est génial, cette façon de communiquer très simple, extrêmement précieuse, ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis après, c'est la connaissance qu'elles ont des plateaux, et donc je trouve que ça, de faire et puis je trouve que c'est très bien préparé, c'est-à-dire que oui, faire un spectacle, on va dire, ambitieux. Bon, moi j'en ai vu plein déjà des spectacles hyper ambitieux au studio, donc déjà je trouve que c'est quand même un lieu où on peut faire des choses magnifiques et ambitieuses, et j'en ai vu des tonnes, vraiment des très très beaux spectacles en termes de scénos, de propos, de nombre de gens sur scène. Donc déjà... on a plutôt envie d'essayer de faire aussi bien que voilà, et puis je trouve qu'on est très très bien accompagnés, que l'équipe du studio elle est hyper accompagnante, et qu'à partir du moment où on dit oui à quelque chose, ils vont accompagner pour faire en sorte que cette chose là se réalise. Je trouve que je sais pas, le directeur technique Eric Dumas, il est ferme sur certains aspects en disant non, ça on ne le fera pas. Et il tient ce nom jusqu'au bout, et il a raison parce qu'il sait ce que ça peut enclencher, mais il est extrêmement accompagnant. Donc à partir du moment où tout le monde a validé le projet de scénographie, l'ambition, on va dire, tout le monde a fait en sorte que ça fonctionne, et voilà, et on est tous là pour faire en sorte que ça marche. Donc ça, je sais pas, ça se fait assez naturellement parce que je trouve que tout est bien préparé ici et qu'ils ont tellement l'habitude de cette variété d'esthétique qu'en fait finalement ils accompagnent très bien des projets et ils nous donnent
les limites, les acteurs, enfin les actrices vont dire ça au studio, tu pourras pas, attention, c'est pas la peine de hurler, on va vous entendre, enfin tout ça en répétition, c'est dit et voilà quoi. Après bien sûr il faut s'ajuster, mais je trouve que c'est si bien préparé et avec quand même, moi je trouve beaucoup de douceur que finalement, je sais pas, je trouve que c'est assez naturel quoi. En parlant de variété esthétique juste, et de scène, vous c'est votre quotidien en fait ici, ça fait partie de la feuille de route de la comédienne ou du comédien de la troupe du Français, de passer de Médée à Joséphine Baker au Studio Théâtre, et vous, vous le vivez en direct puisque c'est Scapin à Richelieu. Vous êtes sur scène là déjà, vous répétez? Non, vous êtes encore en salle de répétition. Un spectacle comme ça, avec cette économie-là, qu'est-ce que ça apporte dans votre parcours à vous, comédienne, qui travaillait beaucoup, parce que c'est le lot ici, et qui pouvait switcher en bon français d'un univers à l'autre, d'un répertoire à l'autre, classique, contemporain, une BD à un hit de Molière. Quand vous vous retrouvez dans dans ce format-là, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Vous reprenez, je pense à le rôle que vous aviez juste avant, et si c'était eux. Oui. Animatrice, vous travaillez dans une émission de télé, moi j'ai vu quelques petits parallèles. Est-ce que vous utilisez une énergie là pour la mettre ailleurs? Est-ce que vous jouez comme ça Oui. Dans la fluidité? Moi je trouve que c'est des moments... j'appelle ça un peu des tunnels parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, surtout quand on est en création, les répétitions. Après, quand ça joue, de jouer les deux, ça passe plus vite quelque part. Et même, comme tu dis, ça nourrit le fait je sais que de jouer culottée avant Zerbinette. Ma Zerbinette, quand je jouerai pas culottée avant, ça sera pas la même que quand j'aurai joué. Et ça fait comme un petit apéro de thé, je sais pas comment dire, mais c'est une énergie folle quand même. C'est-à-dire que vous êtes dans ce spectacle où vous interprétez plusieurs personnages, vous mettez vos baskets, vous courez jusqu'ici, vous mettez la robe de Zerbinette et c'est parti pour 2 heures. Ouais, après Zerbinette, c'est pas Scapin non plus et tout, mais oui, c'est vrai que ça demande... Zerbinette n'est pas Scapin, mais c'est bien dommage. Ouais. Beaucoup de concentration et tout, oui, c'est beaucoup d'énergie, mais... Des expériences comme celle-là, qui sont très créatives, avec une toute petite part d'artisanat, une grande part de précision, elles viennent nourrir des choses... Tout le reste, franchement, tout le reste... ça nous... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait rendre compte aussi de comment dire... je m'étonne. De votre agilité? Ou en tout cas de cette énergie, surénergie que je peux avoir. Parce que, oui, ça arrive que des soirs, je me dise, oh là là, culotté, puis Zerbinette, flemme. Et en fait, une fois que j'y suis, déjà de retrouver les camarades, de se mettre dans... Et au contraire, c'est... Le soir, vous êtes un peu fatigué quand même. Oui, mais les 4 heures qui ont passé, 1h15 plus 2 heures, ça a été génial, quoi. Je sais pas comment dire, mais, c'est hyper porteur et surtout des spectacles comme ça. Je prends beaucoup de plaisir. C'est fort, hein? Pour moi, ça se joue pas tout à fait au même endroit parce que je suis pas en alternance. Je suis pour le moment que sur culotté. Donc, mais ça vient apporter quelque chose à votre parcours ici. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus dans cette dimension-là que je le prends, sur le fait que je trouve que... Bon, il faut se calmer. Bon, on va se répondre. Enfin, voyons, monsieur. Mais c'est très fort. Je suis désolée, ça me perturbe. Je vais fermer la porte. Merci. En fait, ça m'apporte des choses sur 2 dimensions. La première, c'est que ça fait 2 ans que je suis là. Pour moi, c'est très neuf encore. Et d'une certaine manière, je tiens à ce que ça reste neuf.
j'ai pas envie de me sentir trop installée. Et en ça, faire des choses qui sont aussi différentes que avoir fait Médée et faire Culotté, ça me permet de continuer à montrer des flèches. Montrer des flèches et à aiguiser cette profession que je suis en train de pratiquer. Et de aussi montrer d'autres dimensions. Enfin, je le prends vraiment comme ça en me disant, tiens, bah ça, c'est un autre visage que j'ai envie de montrer, puis un autre. Et d'une certaine manière, d'avoir toujours le sentiment que c'est récent, que je suis arrivée hier. Je crois que vraiment, je fais toc-toc il y a 48 heures. Ça m'aide à garder non, le plaisir, je l'aurai quoi qu'il arrive, mais en tout cas, un sentiment de dépassement toujours et de dimension à montrer de plus en plus. Ça m'élargit. Et puis surtout, d'un point de vue basique, c'est très, très... Enfin, j'ai adoré Médée, évidemment. J'ai adoré Médée. Mais là, ça me permet de dévoiler quelque chose de beaucoup plus léger. Oui, alors plus léger que Médée. De montrer une autre dimension de ce que j'essaye de faire artistiquement parlant. Cette histoire de ces 5 comédiennes que vous décrivez qui se connaissent, qui se parlent en toute confiance, etc. Au bout de 2 ans, c'est quelque chose que vous ressentez déjà. C'est-à-dire là, finalement, une forme de facilité à se côtoyer, à travailler ensemble tous les jours, les unes, les uns avec les autres. C'est quelque chose qui facilite le travail Oui, effectivement. Parce que ne serait-ce que... Elissa, on a travaillé ensemble sur 7 minutes. Et par ailleurs, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Klaina aussi, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble sur Le Roi Lear. Françoise, elle était aussi dans 7 minutes, donc ça crée des liens. Coralie, je la découvre. Mais je trouve qu'en plus, c'est très cool parce que c'est, en tout cas pour moi, un très bon endroit à savoir qu'il y a de la proximité, parce qu'il y a de l'expérience, il y a un passif, et en même temps, on n'est pas encore proche au point que les choses deviennent trop passionnelles. C'est juste c'est ça, dosage. C'est que la proximité, et j'ai failli dire la promiscuité, et je ne l'ai pas dit, ça peut amener des choses plus compliquées, auxquelles vous n'avez pas assisté, Justine, mais c'est vrai que c'est un équilibre, c'est un équilibre. Et je trouve, et c'est un truc qui m'a toujours fasciné par contre avec cette maison, c'est que dans les premiers spectacles que je faisais, je n'ai pas fait énormément, mais je constatais qu'il y avait des gens qui se connaissaient depuis 20 ans et qui avaient une manière d'être les uns avec les autres qui restait quand même très pudique. Très très pudique, alors que pourtant ils ont dû en voir des choses et en savoir des choses les uns sur les autres, et pourtant il y a toujours cette espèce quand même d'endroit de pudeur professionnelle en fait. Donc il y a à la fois une grande proximité, un sentiment de familiarité qui est assez puissant je pense, et en même temps toujours un certain respect de l'espace de l'autre et son quant à soi. On n'est pas envahi, mes angoisses remontent, envahi par les autres, donc c'est cool. Elissa, je suis totalement d'accord, c'est très beau de voir cette complicité, cette connaissance. Moi ça fait un peu plus longtemps que je suis là, mais même de voir chez des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui se connaissent, qui vivent ensemble, vivent ensemble, parce que cette maison on y est beaucoup. Et pourtant je reconnais exactement ce que tu dis de pudeur, au travail en tout cas, on est au travail, après au bistrot, mais c'est jamais dans des... j'ai jamais assisté en tout cas à des choses qui étaient trop personnelles dans des relations. Bon, Culotté, c'est bientôt, c'est jeudi, au Studio Théâtre, donc du 25 janvier au 3 mars, d'après Pénélope Bagieux, adaptation Rachel Arditi et Justine Heinemann, mise en scène Justine Heinemann avec mes camarades ici présentes, Elissa Aloula Sephora Pondy, ainsi que Coralie Zaonero, Françoise Gillard et Klaina Clavaron, Manuel Pesquine à la guitare, au piano, au violoncelle. Donc je ne peux que vous encourager, les filles, vous êtes devant moi, et puis vous qui nous écoutez, qui nous regardez, merci à toutes les trois. Pardon pour je pense que c'est un de vos collègues. Parce qu'ils sont un peu agités finalement, ces acteurs et ces actrices.
La semaine prochaine, ça sera beaucoup moins JT, même heure, même lieu. Vous retrouverez ma camarade Judith Shane en compagnie de Lorraine de Sagaz-en-Noailles, Morgenstern, quoique, et Marina Hans pour Le Silence, d'après Antonioni, qui commencera au théâtre du Vieux Colombier. En attendant, bonne semaine à toutes et tous et avec la Comédie Française.